C'est pourtant vrai. L'équipe de France, vainqueur du Tour 51, a marché au sucre. Sugar, sugar, what a madness. Sugar, sugar, can't resist it. Sugar, sugar, here we go. Breakfast cereal swimming in the bowl. 5 siècles que ça dure. Le sucre, c'est toute une histoire. Une histoire globale qui a façonné notre monde. Le sucre a joué un rôle fondamental dans le colonialisme et dans la production des inégalités raciales. Une histoire de sucre, de sueur et de sang qui nous concerne tous. D'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Quand on le presse, il en sort le sang de la classe ouvrière. Pour la douceur et pour le pire. Sugar cards, they're super delicious, really nutritious. Food for action. L'évolution du sucre dans nos régimes modernes, en Europe et dans le monde, a été, oui, phénoménale. L'histoire du sucre, c'est d'abord l'histoire d'une emprise. Sur nos corps, sur les terres, sur le monde. Une emprise exponentielle. En 1600, un Européen consommait à peine 87 grammes de sucre par an. En 1800, 9 kilos. Aujourd'hui, jusqu'à 40 kilos par an. Le sucre fournit de l'énergie très facilement. Il n'a pas de valeur nutritionnelle pour notre corps, mais c'est facile, c'est rapide. Et la production a suivi. Au XVIIe siècle, elle s'envole. Au XVIIIe, elle quadruple. Au XIXe, elle est multipliée par 12 et encore par 30 au XXe siècle. En 2023, le monde produisait 180 millions de tonnes de sucre. En comparaison, le blé, c'est 4 fois plus. Mais le blé est vital quand le sucre, finalement, ne sert à rien. On peut très bien se passer du sucre. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de sucre du tout et ce n'est que vers les années 1200-1300 que le sucre a commencé à être commercialisé à une certaine échelle. D'abord en Chine, en Inde et en Égypte. Le sucre est entré dans le régime alimentaire européen de manière très progressive au fil des siècles. Au départ, le sucre était un luxe. L'aristocratie pouvait se procurer du sucre. Elle ornait ses tables de friandises sucrées, mais le sucre était aussi utilisé dans la médecine et comme épice. Seuls les plus riches pouvaient en avoir. Mais le goût du sucre est irrésistible. Et l'Europe, bientôt accro, en redemande toujours plus. Comment la satisfaire? Les grands navigateurs portugais ont montré la voie au XVe siècle. À la conquête des océans, ils repoussent les limites du monde connu, en quête de puissance, d'or, d'argent, de sucre. On ne peut pas faire l'histoire de l'Empire portugais sans faire l'histoire du développement de l'économie sucrière dans cet empire. En 1419, l'île de Madère est conquise et d'emblée dédiée à la culture de la canne. Bientôt, elle fournit en sucre toute l'Europe. En 1474, le Portugal étend son empire à 2 îles inhabitées, au large du Gabon, Sao Tomé et Principe. Le territoire est minuscule. Ce qui s'y joue, pourtant, va bouleverser l'humanité.
Il s'agit de la combinaison du développement d'une économie sucrière avec la mobilisation à longue distance d'une main-d'œuvre en esclavage. Cette relation ombilicale entre les deux représente un moment absolument décisif, triste, inhumain, avec des conséquences très inquiétantes pour nous tous jusqu'à aujourd'hui. Pour planter la canne, la récolter, la broyer, la bouillir, la transformer en pain de sucre à vendre dans toute l'Europe, des hommes et des femmes, capturés et vendus sur la côte ouest de l'Afrique, seront transportés de force et asservis sur l'île par milliers. Sucre et esclavage. Dans la jungle de Sao Tomé, les Portugais forgent un modèle. Et toute cette technique, cette technologie, cette mobilité de la main-d'œuvre esclave forment le modèle de l'économie de plantation. Et ce modèle va pouvoir être transposé et circuler dans d'autres contextes remplissant les mêmes conditions. Christophe Colomb ne s'y trompe pas. En 1493, un an après son tout premier voyage aux Amériques, l'explorateur traverse à nouveau l'Atlantique et retourne pour le compte des rois d'Espagne sur l'île d'Hispaniola, en mer Caraïbe. Sa mission, la coloniser. Dans ses coffres, des plants de canne à sucre. Les cannes sont plantées et très vite, un complexe de plantation se met en place. C'est ainsi que débute la production de sucre et de canne à sucre dans le Nouveau Monde. Couper la canne, c'est terrible. Regarde mes mains. 5 siècles plus tard, le sucre est toujours roi sur l'île d'Hispaniola, désormais partagée entre Haïti et la République dominicaine. Depuis des générations, des milliers de travailleurs fuient la misère en Haïti et traversent chaque année la frontière pour aller couper la canne en République dominicaine. À la main, comme leurs ancêtres. Dans la région d'El Seibo, à quelques heures des plages de Punta Cana, ils seraient 200 000. L'essentiel du développement économique de ce pays vient de la main-d'œuvre migrante haïtienne. Quelqu'un qui a ses papiers ou qui est dominicain aura un autre travail. Il peut être conducteur de tracteur, opérateur ou technicien. Mais le travail le plus dur dans les champs de canne est assuré par des migrants haïtiens. On vient d'Haïti. Tu sais, en Haïti, il n'y a pas de travail. On est venu chercher du travail. On est tombé dans un piège. C'est un travail très dur. On ne travaille pas pour un prix fixe. On est payé à la coupe. Le peu qu'on gagne nous permet juste de manger. Normalement, je suis un gros gaillard. Mais la canne m'a tellement usé, je n'en dors plus. Mais il faut bien que je mange et je ne veux pas voler. Pour moi, la canne, c'est le pire travail qui existe au monde. Nous vivons dans un monde qui est toujours profondément affecté par cette économie du sucre, qui a été forgée à l'époque de l'esclavage et qui persiste encore aujourd'hui. Cette économie du sucre, rien n'a pu l'arrêter.
Et dans les pas de Christophe Colomb et des conquistadors portugais et espagnols, elle a soumis toutes les Amériques. Quand les Portugais colonisent le Brésil, au début du XVIe siècle, le sucre est de la partie. En quelques années, la forêt primaire est détruite pour laisser place aux champs de canne. Et les peuples indigènes sont réduits en esclavage. Aujourd'hui, dans l'état du Pernambuco, il y a plus d'une dizaine de communautés indigènes, mais elles vivent toutes dans l'arrière-pays. Elles ont fui le sucre. Les communautés indigènes ont fui la société sucrière qui a apporté la mort, l'esclavage et la dégradation de leur environnement. Les peuples indigènes ont été décimés par le sucre. Alors, comme à Sao Tomé ou Hispaniola, les planteurs les remplacent par des hommes et des femmes d'Afrique en esclavage. Au Brésil, sont venus environ 4 millions d'Africains. Sur les 9 millions d'Africains qui ont été arrachés à l'Afrique et amenés sur ce continent, près de la moitié sont allés au Brésil. Le plus dangereux ici, c'était de travailler à la chaudière. À la chaudière et au moulin. Il fallait manipuler 3 tiges de canne à la fois pour les glisser dans le moulin. La roue les faisait avancer. Il fallait faire attention, sinon ta main pouvait être happée. Si ta main était emportée, c'était l'accident. Au cours de l'histoire, 12,5 millions d'Africains au total ont été réduits en esclavage. Plus de la moitié d'entre eux l'ont été, rien que pour le sucre. L'histoire moderne est à l'intersection entre l'histoire de l'esclavage et l'histoire du sucre dans le système capitaliste. Il s'agit d'une économie extractiviste qui exige d'extraire une main-d'œuvre, des êtres humains, des corps d'hommes et de femmes d'Afrique qui sont mis en esclavage. Et tout cela est fait au final pour fournir un bien de consommation qui était au début un luxe, comme le sucre, sur les marchés européens. Dès le XVIe siècle, l'économie du sucre prospère. Des côtes de l'Afrique, aux plantations d'Amérique et aux ports d'Europe, les hommes, le sucre, l'argent circulent. C'est le début de la mondialisation. Toute l'Europe en bénéficie. Il est clair que l'histoire du sucre est par essence l'un des exemples les plus importants de ces dynamiques de globalisation. Raconter cette histoire du point de vue de la couronne espagnole ou de la couronne portugaise est essentiel. Mais cela ne doit pas occulter l'implication active des financiers d'Italie ou l'implication active des entreprises et des marchands de Hollande. Vers 1610, Amsterdam est le plus grand raffineur et négociant de sucre de l'Europe. La cité raffine et commercialise 50% de tout le sucre. Amsterdam était le centre du capitalisme européen au XVIIe et au XVIIIe siècle, et c'était aussi le centre du commerce européen du sucre. Les deux coïncident parfaitement. On peut donc dire que le sucre a été un moteur du capitalisme moderne. Et c'est pourquoi tant de guerres ont été menées dans les Caraïbes, là où les Français, les Britanniques et les Néerlandais produisaient du sucre. À chacun sa part de l'or blanc.
Et ni la France ni l'Angleterre ne seront en reste. Au XVIIe siècle, au gré des guerres et des traités, les Espagnols cèdent du terrain. Et les îles de la Caraïbe changent de maître sans changer de destin. Partout, le sucre règne. C'est à partir des années 1620 et 1630 que les îles des Antilles passent sous contrôle de la France, à commencer par l'île de Saint-Christophe, et puis ensuite la Guadeloupe et la Martinique. Et puis en dernier, à la toute fin du XVIIe siècle, ça sera l'île de Saint-Domingue qui deviendra la perle des Antilles. En 1697, les Espagnols abandonnent aux Français l'ouest de leur île d'Hispaniola. C'est le futur territoire d'Haïti. Pour l'heure, les Français l'appellent Saint-Domingue. Bientôt, ce sera le premier producteur de sucre du monde. La colonie la plus riche. On peut donc parler d'une révolution sucrière qui s'est propagée du Brésil aux Caraïbes jusqu'à dominer la région au XVIIIe siècle. Et du Brésil portugais s'exporte le modèle de la plantation. Des champs de canne, des moulins pour la broyer, des fournaises pour la faire bouillir, des quartiers d'esclaves corvéables jour et nuit, et la grande maison du maître qui domine. C'est toute l'idée d'un espace qui n'est pas seulement un espace économique de production, mais aussi un espace social de contrôle, d'exploitation des êtres humains, de rentabilisation du travail, de culture intensive, avec un modèle d'organisation spatiale que l'on peut résumer par le mot « plantation ». Et ce modèle circule dans le monde entier. Ce sont vraiment les Français et les Britanniques qui ont poussé le modèle de la plantation au niveau supérieur. Et c'est peut-être ça, la véritable tragédie de l'esclavage atlantique. Que ce modèle ait été perpétué par ces puissances mondiales d'une manière si systématique et pendant si longtemps, jusqu'à devenir la plantation avec un grand P. La plantation avec un grand P. En République dominicaine, le modèle a tenu bon. Dans la région d'El Seibo, 70% des terres appartiennent à la même compagnie sucrière, la Centrale Romana. Au milieu des champs de canne, loin des yeux, loin de tout, les quartiers des esclaves ont laissé place aux batailles. C'est là que vivent les travailleurs haïtiens et leurs familles. Les chefs nous maltraitent. S'il n'y avait pas de bœuf à abreuver, ils n'auraient même pas rempli les tanks à eau. Ce n'est pas bien ici. Avec 5 personnes qui vivent dans cette petite chambre, tu n'as même pas d'espace pour bouger ton corps. Non, je ne me sens pas bien, parce qu'on travaille dur pour couper la canne. On coupe la canne et en plus, on la recharge sous le soleil. Et puis, il pleut. Et quand tu arrives chez toi, la pluie tombe encore et le toit fuit. Le chef, il nous maltraite dans ce travail. Mais on est obligé. C'est comme si tu étais sorti de l'esclavage et que tu y retournais. C'est comme si physiquement tu étais toujours en esclavage, mais mentalement, tu ne l'es plus. Le sucre a été un péché mortel. Il a joué un rôle important dans le développement des Amériques, un rôle fondamental dans le développement des empires européens,
et un rôle tout aussi fondamental dans la production des inégalités raciales, avec lesquelles nous vivons toujours à travers le monde atlantique. Je me souviens que quand ma mère m'emmenait en Guadeloupe, quand j'étais petite, j'entendais toujours cette expression autour de moi. « Timoula bien sorti, Timoula bien sorti ». Du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de demander à ma mère « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me dit « Ça veut dire tu es bien sortie, tu es bien blanche ». Donc même les Antillais ont intériorisé le racisme qui a été implanté à cette époque coloniale et qui prétendait que la peau blanche était supérieure à la peau noire. Si on lit les récits des missionnaires comme Jean-Baptiste Labatte ou Jean-Baptiste Dutertre, on découvre qu'eux aussi avaient développé ces stéréotypes des Noirs qui sentent mauvais, des Noirs qui sont fainéants, mais dans le contexte de l'esclavage lui-même. Par exemple, la fainéantise, la supposée fainéantise des Noirs était une manière d'augmenter l'exploitation des Noirs sur les plantations, de toujours les faire travailler plus. Le racisme légitime tous ces moyens violents de réprimer et d'exploiter les gens, de les priver de leur dignité, et nous explique en quoi ce serait naturel. Cela a été poussé à l'extrême par le système des plantations sucrières, et plus généralement par le système esclavagiste. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvée dans ces deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et c'est à ce prix que l'Europe continue à prospérer. À la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas une seule famille en France qui n'est pas liée au commerce colonial. Des grandes dynasties marchandes basées sur la côte atlantique, de La Rochelle à Nantes jusqu'à Bordeaux, se sont énormément enrichies dans la traite négrière, mais aussi dans le commerce colonial. La traite négrière et le commerce colonial emmènent une proto-industrialisation. On assiste au XVIIIe siècle à l'apparition de raffineries. Et puis, au-delà de ça, il y a une création de beaucoup d'emplois indirectement liés au commerce colonial, surtout dans le secteur maritime, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'assurance, parce qu'on allait assurer un cargo négrier, par exemple, ou dans le secteur de la banque. On disait alors que les îles à sucre des Caraïbes faisaient tourner l'univers, ou du moins l'Europe et son économie. Car dès la fin du XVIIIe siècle, les bonnes affaires des planteurs et des sucriers leur permettent d'investir à domicile. Ils ont les capitaux, les banques, les réseaux. Ils vont contribuer à financer les débuts de la révolution industrielle. L'Angleterre court en tête. À l'origine, le sucre est quasiment le moteur de cette révolution économique. Mais il va aussi devenir un autre type de moteur. C'est qu'il ne faut pas seulement financer les usines. Il faut aussi nourrir ceux qui les font tourner. Tout ce nouveau prolétariat qui afflue des campagnes vers les villes pour louer sa force de travail. Cadence harassante, salaire misérable. Pour tenir, comme les machines, il faut de l'énergie. Des calories, rapides, accessibles, bon marché. Du sucre. Au fur et à mesure, de plus en plus de sucre était produit et exporté en Europe. Il devenait plus abordable et la majorité des gens pouvaient l'inclure dans leur régime. Les ouvriers britanniques se sont mis à boire beaucoup de thé avec du sucre dedans.
Boire son thé, c'est devenu un rituel. Mais je crois que le sucre mélangé à ce thé apportait aussi de l'énergie à moindre coût. On estime qu'en proportion de leur alimentation, les classes populaires consommaient beaucoup plus de sucre que les classes moyennes. Je pense que c'est devenu l'une des distinctions de classe entre les riches et les pauvres. Progressivement, le sucre est passé du statut de friandise pour les riches à celui de source d'énergie la moins chère et la plus mauvaise possible pour ceux qui n'ont pas les moyens de nourrir comme ils veulent leur famille. Ce sucre était cultivé grâce à l'énergie des travailleurs africains esclavisés, déportés dans le cadre de la traite négrière. Ces villages d'Afrique produisaient des travailleurs qui étaient capturés et qui produisaient ce sucre, qui entrait ensuite dans le régime alimentaire des travailleurs européens. C'est une véritable circulation d'énergie. Un transfert d'énergie de l'Afrique vers les Amériques et l'Europe que la production du sucre a engendré. Nourrir les pauvres d'Europe avec du sucre produit par des esclaves d'Afrique, c'est ainsi que le marché du sucre a boosté sa croissance. À la fin du XVIIIe siècle, il est à son apogée. Qui pourrait l'ébranler ? Le 14 août 1791 marque le début de la révolution haïtienne. Cette nuit-là, des esclaves se sont rassemblés à Morne-Rouge, dans la plaine du nord d'Haïti. Ils ont conçu un plan pour se rebeller contre les esclavagistes en masse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le feu de la révolte embrase les plantations de canne et balaie Saint-Domingue, futur Haïti. La plus riche des colonies françaises et européennes, premier producteur mondial de sucre. Un sucre produit par 450 000 hommes et femmes d'Afrique, réduits en esclavage. L'écho de la Révolution française de 1789 leur est parvenu. À leur tour, ils réclament leur part de liberté, d'égalité, de fraternité, d'humanité. Je trouve bizarre que la révolution haïtienne ne soit pas considérée comme un événement majeur de l'histoire occidentale, alors qu'elle est tellement liée à la révolution des droits que nous identifions à la révolution française et que nous pensons être fondamentale pour l'histoire de l'Occident. C'est pourtant aux révolutionnaires de Saint-Domingue que le monde doit la première des abolitions, proclamée par la République française en 1794. Vous savez quoi? Cela aurait pu être le tournant le plus radical, le plus décisif du monde entier. Et puis Napoléon est arrivé. Napoléon Bonaparte. Après la Révolution française, il a pris le pouvoir en France en 1799. Il promet de rétablir l'ordre et l'ordre colonial. En 1801, il lance ses troupes contre les hommes libres de Saint-Domingue. S'il laissait perdurer le gouvernement des Noirs, tôt ou tard, le sceptre du Nouveau Monde tomberait entre les mains des Noirs. C'est ce qu'il a dit. Et il ne voulait pas de ça. Mais en réalité, le seul et unique objectif était de rétablir l'esclavage et de rétablir l'économie du sucre comme elle était avant 1789. La France fait marche arrière. Le 20 mai 1802, les députés votent en faveur du maintien de l'esclavage dans les colonies françaises. Mais Saint-Domingue résiste. Malgré l'arrestation et la déportation du gouverneur Toussaint Louverture, ses troupes ont vaincu les Français. Le 1er janvier 1804, l'indépendance d'Haïti est proclamée. C'est le premier État noir, libre et décolonisé. L'esclavage y est proscrit. L'empire du sucre aurait-il capitulé?
Pas si sûr. Après la Révolution, des colons français se sont réfugiés à Cuba et surtout en Louisiane, colonie française depuis 1682. Avec eux, les planteurs emmènent leurs esclaves et leur savoir-faire. Ils y ont stimulé l'économie sucrière, qui a reproduit tous les effets les plus brutaux de la culture du sucre dans les Caraïbes. Ils sont devenus les experts du sucre. Mais vous savez, vous avez tout ce qu'il faut pour cultiver du sucre ici. Grâce à leur technique, ils vont s'enrichir à nouveau ou enrichir ceux qui étaient déjà propriétaires de plantations et d'esclaves parce qu'ils apportent toutes leurs connaissances sur le sucre. La Louisiane en est inondée. D'eau amère. Vous savez, j'ai grandi en me baladant dans ces champs de canne avec mes frères. On coupait quelques morceaux et on pique-niquait pour déguster de la canne à sucre en famille. Mais c'est un traumatisme. C'est le travail des Noirs. C'est l'extractivisme. Je suis de Louisiane, de la 10e génération. Et ces plantations devant lesquelles nous passons sont celles où mes ancêtres ont été réduits en esclavage. Ce sont mes ancêtres qui ont construit ces plantations. Plantation et esclavage. Sur les rives du Mississippi, la prospérité du sucre renaît, florissante. Pourtant, la France va y renoncer. Napoléon a perdu Saint-Domingue. L'Angleterre le défie sur les mers et il a l'Europe à conquérir. En 1803, il abandonne son rêve d'empire américain et pour 15 millions de dollars cède la Louisiane aux États-Unis, qui doublent ainsi leur territoire. Peu d'Américains savent que c'est à la révolution haïtienne que l'on doit l'expansion des États-Unis au-delà de la côte Est. L'ironie de la chose, c'est que lorsque les États-Unis se sont étendus sur ce territoire de la Louisiane, ils ont également étendu l'institution de l'esclavage. La fin de l'esclavage à Saint-Domingue, Haïti, a conduit à l'expansion de l'esclavage aux États-Unis. C'est ça, la force du sucre et de son économie. S'adapter, muter, se déplacer au gré des aléas. De quoi faire face aux périls qui s'annoncent. Car la révolution haïtienne n'a pas fini d'inspirer. Et dans toutes les colonies à sucre, les esclaves se soulèvent. Même réprimés, leurs voix se font entendre jusqu'en Europe. En 1807, l'Angleterre est la première puissance à proscrire la traite négrière, avant d'abolir totalement l'esclavage dans ses colonies en 1833. Coup dur pour le sucre. Mais comme toujours, il s'adapte, mute et se déplace. Cuba, colonie espagnole, entre dans le jeu. Le cas espagnol est curieux, car au moment où l'esclavage entrait en crise dans d'autres territoires, il se développait à Cuba, en lien précisément avec le développement des plantations sucrières. C'est comme ça que pendant la majeure partie du XIXe siècle, le grand producteur mondial de sucre, c'est Cuba. Cuba était, comme on dit en espagnol, la poule aux œufs d'or. Et une grande partie de la richesse de l'Espagne, tant privée que publique, dépendait de la Cuba sucrière, de la Cuba esclavagiste.
Près d'1 million d'Africains sont arrivés sur l'île de Cuba, soit plus du double du nombre d'Africains déportés aux États-Unis tout au long de leur histoire. L'Espagne sera en effet l'une des dernières puissances à abolir l'esclavage dans ses colonies, en 1886. Bien après l'Angleterre, la France, les États-Unis, le Portugal, et juste avant le Brésil, en 1888. Au total, il aura fallu près d'un siècle pour que le monde du sucre rompe, du moins sur le papier, avec la servitude. Il s'agit donc d'une évolution très lente qui montre clairement le rôle central que la mobilisation de la main-d'œuvre asservie a joué dans le développement économique. Tous les acteurs le savent. Sans travailleurs exploitables à merci, l'économie coloniale du sucre ne tient pas. C'est une économie fragile, à bout de souffle, sur un marché plus concurrentiel que jamais. Car la canne à sucre a désormais une rivale. Elle est européenne, adaptée au climat du Nord, elle n'a plus besoin d'esclaves, et depuis 1799, on sait en extraire du sucre en quantité industrielle. Cette rivale, c'est la betterave. Et cela tombe à pic pour l'empereur Napoléon. En 1806, il avait proclamé le blocus continental contre l'Angleterre pour l'empêcher de faire du commerce en Europe. Or, c'est l'Angleterre qui contrôlait à cette époque la plupart des colonies sucrières, y compris les colonies françaises. Il était donc urgent de trouver une alternative. Le coup de la betterave pour défier l'Angleterre. Napoléon, encore lui, stimule la production à grande échelle. À la fin du 19e siècle, la betterave comptera pour moitié dans la production mondiale de sucre. Pour les planteurs de canne des colonies, l'heure est grave. Entre la concurrence betteravière et l'abolition progressive de l'esclavage, comment rester rentable et compétitif? Investir, s'endetter, se reconvertir? Comment tirer son épingle du jeu? Le fait qu'ils perdent la campagne pour maintenir la traite des esclaves. Le fait que l'esclavage soit finalement aboli et l'émancipation déclarée. Ne signifie pas que les planteurs ne vont pas essayer de maintenir leur pouvoir et leur influence. Lorsqu'ils réalisent que l'esclavage va vraiment être aboli, ils exigent d'être payés pour la perte de leurs biens. C'est donc ainsi que l'Angleterre et la France feront passer la pilule de l'abolition aux planteurs, en les compensant pour la perte de leurs biens, en l'occurrence leurs esclaves. En fait, on estime que la justice doit être rendue aux anciens propriétaires, expropriés. L'idée de justice, elle leur est associée à eux. Il n'y a pas de justice, ou en tout cas, s'il y a une justice pour les nouveaux libres, c'est simplement de leur accorder la liberté. Donc, ça interroge quand même. La jeune République d'Haïti a été la première à en faire les frais. En 1825, après des années de lobbying, les planteurs français chassés de Saint-Domingue obtiennent une indemnité de 150 millions de francs or. C'est Haïti qui paiera, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Pour la contraindre, la France menace Port-au-Prince avec des navires de guerre. Elle exige aussi que l'argent soit emprunté auprès de banques françaises, dont la Caisse des dépôts et consignations, qui finance le développement de l'industrie. Les intérêts sont élevés. L'argent du sucre revient en métropole. Les pertes globales pour l'économie haïtienne ont été bien plus importantes. Elles ont été estimées entre 22 et 48 milliards de dollars actuels. Le système a été conçu pour punir Haïti d'être libre, pour la punir économiquement.
C'est le peuple haïtien qui en souffre encore aujourd'hui. Haïti ne s'en est jamais remise, minée par la misère qui a forcé à l'exil des générations entières. Un réservoir de main-d'œuvre depuis des décennies pour l'industrie sucrière de sa voisine, la République dominicaine. En novembre 2019, je suis venu ici. Parce qu'à Haïti, il n'y a pas de sécurité. Les bandits tirent, les gens meurent. On est obligé de partir. Main-d'œuvre vulnérable, sans papier ni droit aucun. Exploitable à merci, expulsable à l'envi. Je suis sorti du bateau pour aller acheter quelque chose et la police de l'immigration m'a attrapé, ils m'ont expulsé. Lorsque j'ai appelé mon employeur, il m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Je suis parti à Haïti. Quand j'ai voulu revenir ici, ils m'ont attrapé en chemin et ils m'ont expulsé à nouveau. En tout, j'ai dépensé 23 000 pesos pour revenir. Dans le monde du sucre, la liberté se négocie au prix fort. Après avoir fait plier Haïti en 1825, les planteurs gagnent une nouvelle manche en 1849. Cette fois, c'est la France qui paye. Un an après l'abolition de l'esclavage, les députés de la Seconde République adoptent une loi d'indemnité coloniale. Elle octroie aux anciens propriétaires d'esclaves une compensation de 126 millions de francs or, soit 7% de la dépense publique de la France. Pendant les débats à l'Assemblée, il y a un député qui fait la proposition que l'indemnité soit divisée en deux, en disant qu'il fallait qu'elle serve à la fois aux colons et aux travailleurs. Elle est tout de suite rejetée. L'idée, c'est vraiment pour l'État français, pour les colons qui en défendent le principe, nous avons été propriétaires, nous sommes expropriés, l'indemnité nous revient. Comment les députés ont-ils calculé une telle indemnité? Comment évaluer le prix d'une vie humaine? Les calculs autour de la valeur des personnes mises en esclavage sont assez comptables. Et on va faire cette évaluation à 1000 francs, toute personne confondue, toute condition confondue, peu importe la valeur de son travail ou non, etc. La question de l'indemnisation, ça n'est que la continuité de cette marchandisation et de la valeur marchande qu'on attribuait à des êtres humains. Donc ça suit la logique d'une certaine façon. L'argent versé aux esclavagistes est ensuite réinvesti dans l'économie du 19e siècle. L'argent est fongible et permet de développer d'autres industries qui n'ont peut-être pas de rapport avec l'esclavage, mais qui sont tout de même financées par la main-d'œuvre asservie. Et l'argent du sucre circule. Dans les colonies françaises, il finance les premières banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion. Les planteurs, eux, règlent leurs dettes, modernisent plantations et sucreries et envisagent l'avenir post-esclavage. Les propriétaires de plantations et les producteurs de sucre avaient depuis longtemps anticipé l'abolition. Pour eux, il ne s'agissait en fait que d'un acte juridique qu'ils n'appréciaient pas, mais qu'ils ont contourné en élaborant des stratégies afin de moderniser la production et d'augmenter le prix du sucre. C'est qu'il faut toujours de la main-d'œuvre pour couper la canne, la broyer, la faire bouillir.
Dans toutes les colonies sucrières du monde, c'est le défi à relever. Remplacer les esclaves pour continuer à produire sans augmenter les coûts. Ils auraient pu employer les esclaves libérés. Mais ces personnes libérées avaient un certain sens de leur propre dignité et de ce qu'elles voulaient être payées et à quelles conditions. Et ce n'est pas quelque chose que les planteurs pouvaient gérer. Ils voulaient une main-d'œuvre contrôlable. Et pour cela, les Anglais ont un plan. Avant même l'abolition, ils en ont fait l'expérience en 1829 sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Depuis l'Inde, qu'ils ont colonisée, ils font venir des travailleurs pauvres, menacés par la famine, ainsi que des Chinois de Singapour. On les appelle les coolies, travailleurs officiellement libres, mais engagés à travailler pour un salaire minimum et une durée de 3 ans, 5 ans ou plus. Le logement et la nourriture sont inclus. Quant au billet retour, si retour il y a, il sera à leur charge. Un nouveau système est né, l'engagisme. Les Anglais vont l'exporter dans toutes leurs colonies. Les Français suivront l'exemple. Je pense qu'il faut prendre l'engagisme comme il est, un système qui consiste à contraindre certaines populations au travail. L'engagisme se situe à la frontière entre l'esclavage et la liberté. Bien que le contrat était d'une durée de 5 ans, il y a plein d'histoires de personnes qui sont restées engagées pendant des décennies parce qu'elles s'étaient endettées auprès de la plantation, qu'elles aient acheté leur nourriture au magasin de la compagnie ou parfois des choses moins saines, comme le rhum. Le temps s'est simplement ajouté à leur contrat de travail et la dette s'est perpétuée. La dette les a enchaînés pendant des décennies aux planteurs. Quand on passe au système de l'engagisme, les conditions de travail et les conditions de vie, mis à part cette notion de liberté, sont les mêmes. Ils vivent pratiquement dans les mêmes logements. Dans les rythmes de travail, les choses changent assez peu. De même, dans le vocabulaire, on parle toujours de maître et d'engagé. Ce sont des stigmates d'une société qui continue, de mentalité qui continue à exister après l'abolition de l'esclavage. Et c'est ainsi que l'engagisme sauve l'économie du sucre. Des années 1850 aux années 1930, on estime que 750 000 Chinois et 2 millions d'Indiens ont été déplacés à travers la planète sucre. Ces travailleurs des plantations, ces travailleurs engagés, étaient l'avant-garde de la diaspora indienne. Ils ont été les premiers Indiens à s'expatrier en grand nombre. Leur route a croisé celle d'autres peuples engagés. Africains, Vietnamiens, Malgaches, Rodriguais, Océaniens ou Japonais. Autant d'exils qui ont façonné l'identité de ces terres sucrières. Sur l'île de la Réunion, l'engagisme s'est maintenu jusqu'en 1933. 200 000 travailleurs y ont joué leur sort. Notre île-là, c'est un bout de laine de l'Afrique qui est là. Quand vous mangez la canne là, vous avez un goût de sucre, c'est bon, ça vous redonne de la force.
Vous comprenez? Et nos ancêtres, ils ont contribué à tout ça. Vous voyez? Tes racines, ils te rappelleront toujours. Hein. On est devenu propriétaire quand même. Ben, le but, c'est pas de redevenir esclave. Les ancêtres, ils ont été esclaves, ils ont été déportés, ils n'ont pas choisi cette vie-là. Ils se sont adaptés, ils ont fait cette réunion-là. Les engagés indiens, pareil. Les engagés indiens, ils ont eu un contrat pour venir travailler. Ils sont devenus esclaves au même titre qu'un esclave, un ouvrier. Ils sont devenus esclaves. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ces engagés-là, c'est ces travailleurs-là qui ont fait cette prospérité-là, qui ont fait la prospérité de cette île-là. J'ai 74 ans. J'ai coupé la canne, chargé la canne, cultivé la canne. Ma retraite, je l'ai réclamée, mais ils ne me l'ont pas encore donnée. En République dominicaine, le temps s'est arrêté. Sur les immenses plantations de la centrale Romana, les coupeurs de canne haïtiens n'ont jamais été maîtres de leur destin. Descendants des esclaves africains de Saint-Domingue, sans plus de droits que les coulis indiens et chinois d'hier. Visage d'un engagisme d'aujourd'hui, qui ne dit pas son nom. Dans 9 ans, j'aurai 100 ans. J'ai quitté Haïti en 1958. C'était sous Trujillo. Depuis, je travaille dans le pays. J'ai fait charretier, j'ai coupé la canne, j'ai cultivé, j'ai semé. Tout ça, j'ai fait ici. Je n'ai rien pour m'aider. Si je pouvais toucher ma pension, même si on ne me la donne pas tout d'un coup, j'aurais de quoi manger. Regarde-moi, j'étais costaud, je suis tout sec. L'État supprime systématiquement les avantages sociaux de ces travailleurs et ne leur restitue pas les pensions ou les indemnités de licenciement auxquelles ils ont droit. Ce sont des travailleurs qui ont passé plus de 40 ans à couper et à cultiver la canne à sucre. Et à l'âge de 60-70 ans, leur vie n'est plus possible. Ils ont usé leur vie dans l'enfer de la canne, sans aucun avantage, sans aucune garantie. Cinq siècles que ça dure, et ce n'est pas fini. L'économie du sucre a su tirer profit de tout, de l'abolition de l'esclavage, comme des mutations du marché. À l'aube du XXe siècle, elle est en pleine croissance, et elle ne va plus s'arrêter. Quitte à lier son destin à celui de la nouvelle puissance qui s'affirme alors, les États-Unis. Un nouvel horizon, de nouvelles fortunes, un nouvel empire à conquérir.